Salut les investisseurs et bienvenue sur le point de marché crypto du 22 septembre 2025. Je suis trop content de te retrouver ce soir pour faire ce point de marché. Tu connais un peu la recette, on va comme d'habitude faire le tour du marché crypto, se creuser un peu la tête ensemble sur qu'est-ce qui pourrait se passer et finalement décider si c'est des bons moments pour mettre des allocations dans les cryptos. Bon, première chose qu'on va regarder, c'est un petit peu la Bitcoin dominance. On peut voir que la Bitcoin dominance, elle avait fortement baissé avec justement l'Ethereum qui avait beaucoup rebondi. Et j'avais dit que je pensais qu'il y avait sûrement des intérêts à investir sur certains altcoins, notamment ceux qui étaient dans l'univers Ethereum, mais aussi quelques gros alts qui avaient été très plébiscités pendant la période 2020-2021 et qui là était complètement en mort cérébrale depuis assez longtemps et qui avait des chances de rebondir en fin de compte parce qu'il y a beaucoup de venture capitalistes par exemple qui avaient mis de l'argent dedans. Donc ces gens-là, ils ont les moyens des fois de créer un petit engouement sur le marché pour essayer de créer ce qu'on appelle l'exit liquidity, c'est-à-dire que eux quand ils veulent sortir de leur position, eh bien il faut qu'ils fassent monter le prix pour que par la suite il y ait assez de personnes qui viennent s'engouffrer dedans pour que ça puisse créer la liquidité nécessaire sur le marché pour sortir. Dans ce cadre-là, on a vu que Avax, j'avais montré que contre le Bitcoin, il avait une configuration assez intéressante. On a eu le breakout qui s'est passé maintenant il y a quelques semaines. Donc j'en avais parlé largement en avance. Je disais que j'attendais de voir ce breakout. Et on peut voir que ça s'est réalisé. Là, pour moi, on commence à atteindre une première zone de revente. Mais pour ceux qui ont suivi un petit peu ce move, ben là, on avait un 40% contre le Bitcoin qui était assez bien servi sur la table. On a Lido qui avait aussi commencé à surperformer. Moi, je trouvais que Lido, c'était intéressant comme idée parce que, avec le narratif Ethereum, en fin de compte, là, pour l'instant, il est en train de ressouffrir un petit peu de la baisse de l'Ether, mais je trouve que la configuration globale sur des unités de temps weekly, elle n'est pas dégueulasse, en fait, à ce niveau-là. On a une très belle consolidation ici, donc possibilité, là aussi, de revenir chercher cette zone-là à peu près. Contre Bitcoin, bien sûr, ce qui nous donne quand même un avantage, bien que sur le long terme, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de garder, mais pour un trade d'assez court terme, de peut-être quelques semaines, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu les idées que j'avais. Sui qui continue à se maintenir, mais il n'a rien fait de spécial. On peut voir que Sol a très bien rebondi, comme je l'avais indiqué il y a maintenant quelques semaines. Maintenant, on est revenu chercher une zone de résistance. Donc pareil, c'est toujours pas les bons points d'entrée sur le marché. On voit qu'on a une petite surchauffe aussi sur le Z-score. NIR, je le trouve extrêmement beau aussi. Pareil, on a une longue consolidation. On commence à avoir une structure qui est assez intéressante et on est pile en fait revenu retester cette structure. Donc pour moi, là aussi, il y a un avantage. Et pour ce qui est de Link, on est retourné chercher des zones de résistance. Donc maintenant, effectivement, petite baisse à ce niveau-là. Et puis BNB, j'avais indiqué que c'était très intéressant contre le Bitcoin pendant qu'on était dans cette consolidation. Là maintenant on est ressorti de la consolidation et on est en passe d'aller rechercher les autres côtés, enfin l'autre côté du range. Donc on a déjà été rechercher cette zone-là. Donc ça c'est une première zone de résistance très importante. On peut voir qu'elle a fait des retests plusieurs fois par le passé. Et possibilité d'aller encore chercher cette zone des 0.01 Bitcoin. Donc là aussi, on avait un trade très intéressant. Donc pour les personnes qui ont suivi un petit peu ça et qui étaient intéressées à prendre ce genre de trade, je pense qu'elles s'en sont plutôt bien sorties sur le marché. XRP toujours dans sa consolidation. On avait Atom que j'avais bien dit que moi, il ne m'intéressait pas parce qu'il était toujours en bear market, mais que ça faisait partie de ces gros coins qui avaient été très plébiscités à surveiller. Mais lui, il ne s'est pas du tout réveillé. Hein, donc, pour l'instant, rien à faire sur celui-ci. eGold, pareil. Il est en train de consolider vraiment sur des lots extrêmes. Et c'est un coin dans lequel il y avait beaucoup de gens qui se sont engouffrés. Moi, c'est vraiment pas un de mes favoris là-dessus parce que peu de venture capitalistes et beaucoup de fonds de personnes qui étaient beaucoup trop optimistes en fait, sur ce projet et qui ne sont pas ressortis. AV, il a eu une très belle
consolidation et performance contre le BTC. Là maintenant, on est sur une zone où il pourrait faire rebond, donc pas déconnant éventuellement de mettre une cartouche ici, puis une autre cartouche dans cette zone-là. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. J'ai fait un tour du marché crypto un petit peu global aujourd'hui. Et ce que je peux constater, c'est que si on regarde un petit peu sur la semaine, on a donc NIR, AVAX, dont j'ai parlé, qui se réveille. NIR, très belle configuration, donc ça c'est vraiment très intéressant. On a aussi quelques coins qui ont à voir avec les roll-up d'Ethereum, donc on a Mental et ImmutableX, donc ça c'est deux autres coins qui sont assez intéressants à regarder ces derniers temps, avec Mental qui est vraiment dans une tendance haussière assez intéressante à regarder. Donc ça fait partie des coins que je trouve plutôt intéressants, sauf que Mental, il est quasiment revenu sur un ATH contre le Bitcoin, donc ça va forcément faire résistance, il faut faire attention à ça. ImmutableX, pour l'instant, il n'a pas vraiment de vraie tendance haussière contre le Bitcoin, mais il avait bien rebondi, donc là, maintenant qu'il a rebaissé, peut-être il y a quelque chose à faire, va être très lié à Ethereum par contre, donc il faut faire attention à ça. Si on retourne un petit peu donc à notre Bitcoin dominance, on a maintenant atteint un point bas, il y a possibilité d'avoir un rebond en fait sur cette zone de la Bitcoin dominance, et notamment avec en ce moment la petite faiblesse qu'on a sur les cryptos. Donc là on peut voir que par exemple le Bitcoin, on pensait qu'il allait repartir faire des nouveaux ATH, finalement on rentre encore une fois dans une consolidation, donc ça commence à ressembler un petit peu à ce qu'on avait dans cette zone là, avec possiblement en fait une baisse qui pourrait arriver sur le marché à partir de cette zone. Pour ce qui est de ETH, il a fortement rejeté et on peut voir qu'en fait, si on le regarde en daily, il est venu chercher le bas du range et pour l'instant, ça a bien défendu le bas de ce range. Donc, première chose, on n'a pas tenu la VWAP ancrée et pour l'instant, on est en dessous. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont accumulé depuis cette zone de consolidation dans les 3000-3500, eh bien, eux, ils sont un petit peu la tête sous l'eau maintenant. Donc là, il y a une première chose à constater. Ensuite, on est allé liquider toutes les personnes qui avaient mis leur stop ici ou qui avaient leur point de liquidation ici. Et maintenant, on est peut-être en phase d'aller rechercher cette zone des 3800 qui correspond à une VWAP ancrée de beaucoup plus long terme quand on avait eu cette longue consolidation. Donc je trouve que c'est pas déconnant d'aller rechercher ce point pour faire un petit peu mal et créer un peu de peur sur le marché pour ensuite pouvoir créer un rebond. Pour l'instant, on a une belle consolidation sous les ATH. C'était ce que j'avais envie de voir pour se donner un peu d'espoir sur Ethereum. Pour l'instant, tant que ça consolide, c'est plutôt bon signe. On ne veut pas voir par contre cette zone-là trop cassée. Donc un petit dip pour aller chercher cette zone de liquidité, puis rebondir, c'est OK. S'installer en dessous, c'est pas trop OK. Et dans ce cas-là, on voudra aller rechercher peut-être la zone des 3002, voire même en max opportunité, cette zone-là dans les 2004-2300. Pour moi, c'est sur le long terme une zone où je me positionne relativement acheteur, cette zone-là. Je trouve qu'elle est très très intéressante, très juteuse à aller chercher. Bien sûr, ça arrive que si on a le Bitcoin et l'Ether qui commencent à plonger. Ether contre le BTC, on peut voir qu'il est toujours un petit peu plus faible que le BTC en ce moment. Donc on a eu cette grosse poussée haussière de l'Ether. On est revenu chercher les deux VWAP ancrés qui étaient de très long terme, hein, donc de l'ATH précédent et du low précédent. Et on peut voir que là maintenant, qu'on est retourné chercher cette zone, j'avais bien indiqué que c'était une zone de résistance majeure. Pour l'instant, ça fait résistance contre le Bitcoin. Donc tant qu'on n'a pas dépassé cette zone, pour l'instant, c'est pas un super bon point d'achat pour l'Ether. Donc au niveau technique, c'est ça qu'on voit. Si on regarde un petit peu maintenant les indicateurs un petit peu plus macro, un peu plus fondamentaux, on peut voir que le MVRV ratio, pour l'instant, on est en plein cœur de ce range sur le MVRV ratio. J'avais indiqué il y a quelques semaines que j'ai une petite théorie sur le MVRV ratio, c'est que maintenant qu'on a les institutionnels qui sont de la partie, il y a un petit peu moins de chance en fait d'aller rechercher les extrêmes comme on avait avant. Donc là, quand on était sous la zone D1, c'est l'opportunité maximale sur le marché. Et historiquement, ça a toujours été des points bas qu'il fallait acheter sur cet indicateur. Mais ce qu'on peut constater, c'est que maintenant, depuis 2024, eh bien, on a en fait un range qui s'est créé et j'ai l'impression que depuis que les institutionnels sont de la partie, la volatilité s'est contractée et que donc ce MVRV ratio, il est beaucoup plus pertinent maintenant entre 1.7 et 2.5 pour prendre nos décisions.
Donc là, on est en plein cœur, pas vraiment de décision à prendre. Personnellement, j'avais indiqué que j'étais ressorti d'une grosse partie de mes positions, à peu près un gros 50-60% de mes positions avaient été vendues quand on a atteint la zone des 110. Donc ça, pour moi, c'est toujours sorti de la table. Comme pour l'instant, on n'a pas énormément de nouvelles données par rapport à ça, j'ai pas décidé de réallouer pour l'instant ce capital, donc je préfère l'allouer sur d'autres projets et qui sont pas en crypto, hein, pour être très très clair. Et pour l'instant, tant qu'on ne sera pas revenu en fait dans cette zone des 1.7, pour moi, il n'y a pas d'opportunité, de forte opportunité d'acheter du Bitcoin. En plus, il y a quelque chose d'autre que j'ai constaté, c'est que là, dans tout le réseau que j'ai et dans toutes les, on va dire, personnalités qui gravitent autour de la crypto-monnaie, je constate qu'il y a beaucoup de discours de nouveaux paradigmes qui sont en train d'arriver. Alors, je leur donne pas tort. Il y a une sorte de nouveau paradigme, c'est que maintenant, on a des institutionnels qui sont très fortement investis sur le Bitcoin, avec des entreprises cotées en bourse qui investissent fortement sur le Bitcoin. Mais il ne faut pas oublier que dans le dernier bull market, quand on a eu ce genre de phénomène qui est arrivé, ça a créé un phénomène de bulle. Alors, il y avait une bulle sur tous les assets, ça c'est très très clair, mais on a eu ce pic d'euphorie en fait sur les cryptos, avec plein d'entreprises qui sont venues investir dedans, avec tous les particuliers qui étaient en folie. Et par la suite, on a eu une correction qui était assez sévère. Et personnellement, quand j'entends parler de nouveaux paradigmes, je suis assez sceptique. Donc, d'accord avec eux sur le fait que maintenant, on a des acteurs institutionnels qui sont dedans et que la volatilité va se caper. Mais ça ne veut pas dire que ça peut être que up only. Loin de là. Donc, à mon avis, prudence avec ce genre de narratif. Pour moi, c'est des signaux d'alarme quand on entend ça. Ici, sur le NUPL, on peut voir que c'est pareil, c'est un petit peu comme le MVRV. Avant, on avait des points extrêmes. Maintenant, ça fait très longtemps en fait qu'on est resté dans cette zone de surchauffe. Et historiquement, on n'est jamais resté aussi longtemps dans des zones de surchauffe avant de vraiment décrocher. Ce qui nous indique qu'il y a un changement un petit peu sur ce marché, un changement de dynamique. Avec les institutionnels qui sont arrivés et que peut-être que la volatilité qu'on avait avant, il faut plus s'attendre à avoir une volatilité aussi exacerbée et donc recommencer en fait à utiliser ces indicateurs mais avec des nouveaux paramètres, avec un nouveau range qui nous permet d'aller chercher des points intéressants sur le marché. Pour ce qui est du SOPR, ce qui est intéressant à constater ici, c'est que les bitcoins, pour l'instant, ils ne sont dépensés qu'à profit. Mais on a eu quand même très grosses prises de profit. Donc là, ça fait longtemps en fait que la peur s'est en allée du marché et qu'on n'a plus de gens qui encaissent des pertes sur ce marché. Et pour ce qui est des dépôts sur les exchanges, on n'a pas de fort dépôt sur les exchanges, ce qui nous indique qu'il n'y a pas une grosse pression vendeuse de la part d'acteurs qui sont des grosses whales en fait et qui vont comme ça faire le marché, qui vont déposer leurs bitcoins pour les vendre. Là en ce moment, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc ça nous fait un bon petit tour des indicateurs un peu plus macro. Et si on regarde cet indicateur-là qui est le prix réalisé des holders de court terme, pour l'instant, leur prix réalisé, leur prix moyen, en gros, il est dans les 111 et on est aujourd'hui dans les 112. Donc, toujours pas d'inquiétude, on est toujours au-dessus du prix moyen d'achat des holders de court terme. Donc là non plus, pas d'inquiétude. Donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir un discours trop alarmiste en mode oh, ça va être le crash, c'est sûr. Je dis juste petit signal d'alarme. Il y a beaucoup de gens qui parlent de nouveaux paradigmes. Moi, ça ne me plaît pas trop quand j'entends ça. Par contre, techniquement, il n'y a pas de gros signaux de baisse imminente, à mon avis. Pour les holders de long terme, eux, leur prix moyen d'achat, il est dans les 36 000. Donc ça, ce que ça nous indique, c'est que si jamais il y a des très fortes baisses sur le marché qui se rapprochent de ce prix moyen d'achat, ils défendront ce prix et donc on peut, ce serait une opportunité magnifique en fait si on pouvait se rapprocher de ce prix pour rentrer dans le marché. Ce serait vraiment là où il faudrait mettre une méga grosse cartouche. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a un désintérêt sur Twitter, que ce soit sur Bitcoin et l'Ether. Et donc ça, c'est encore une fois un signe qu'il n'y a pas d'euphorie au niveau retail. Les personnes retail, elles ne sont pas en fait à fond sur ce marché et il n'y a vraiment pas
le même genre d'euphorie que ce qu'on avait en 2020-2021. Donc les acteurs sont un petit peu différents, ils sont un petit peu plus là pour le long terme, et on n'a plus trop les acteurs mongols, all-in, Wagmi, tout ça. Tout ça, c'est un peu hors du marché. Et d'ailleurs, maintenant, j'entends beaucoup moins de personnes autour de moi me parler des crypto-monnaies, et en fin de compte, on est beaucoup plus sur un petit cercle un peu resserré de personnes qui sont restées intéressées à cette classe d'actifs. On va skipper un petit peu ça parce qu'on va simplement le voir plus tard directement sur les Google Trends. Et on va regarder le Fear and Greed. Le Fear and Greed, il est dans les 45. Et ça aussi, c'est intéressant parce que on peut voir que le Fear and Greed Index, maintenant, il varie beaucoup plus dans des ranges beaucoup plus serrés et que j'ai l'impression qu'en fait, c'est limite quand il se passe rien sur le marché. Dès qu'on a un range qui s'étend un petit peu, les gens se font chier et ils commencent à avoir peur sur le marché et puis ils rentrent en euphorie quand il y a une jambe haussière. Et ensuite, c'est pareil, ils se recalment sans qu'il y ait besoin d'avoir des grosses baisses. Avant, on allait tout le temps chercher des grosses liquidations, des gros points psychologiques qui faisaient vraiment très très mal. Et là, en fait, c'est pas arrivé depuis un petit moment qu'on est allé chercher ces gros points-là. C'est arrivé une fois, il me semble, cette année seulement, d'aller refaire une incursion sous les 100 000, ce qui a fait vraiment vraiment peur. Et ensuite, quand on est reparti, on se maintient toujours au-dessus des 100 000. Et pourtant, les gens arrivent à avoir des variations émotionnelles alors qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché en réalité. Pour ce qui est un petit peu maintenant des ETF, on peut voir que les ETF, ils continuent d'accumuler, mais on n'a toujours pas dépassé les 600 000 bitcoins accumulés. Donc j'ai l'impression que là, on est à une genre de barrière un peu psychologique où les personnes qui voulaient investir au niveau institutionnel ont pris leur position, et pour l'instant, ils n'ont pas l'air chauds de continuer d'augmenter fortement ces positions. Alors, il y a des entreprises qui commencent à avoir de la trésor en Bitcoin, donc ça, c'est intéressant, et ça fait partie des choses à regarder. Tout ça poussé par Saylor, qui a vraiment poussé un petit peu cette nouvelle trend, cette nouvelle tendance d'avoir des compagnies qui ont de la trésor en Bitcoin. Maintenant, faut pas oublier que là, c'est pareil, s'il y a trop de personnes qui s'engouffrent là-dedans, ça amène plus de risques sur le marché aussi, parce que ces personnes pourraient être obligées de liquider certaines positions. Alors, ceux qui sont pas trop leveragés, qui ont juste une position un peu comme s'ils détiendraient du cash, mais qui détiennent de la crypto sur le long terme, c'est OK. Pour ceux qui sont un peu leveragés là-dessus, c'est peut-être un peu moins sain. Là, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'Ether, c'est pareil, on continue d'avoir des belles accumulations sur l'Ether. Donc, pareil, pour l'instant, les institutionnels sont plutôt intéressés par ce marché. Au niveau des liquidations, on peut voir qu'on est allé chercher des grosses liquidations sur la semaine. Donc là, on a vraiment été recherché assez loin dans le carnet d'ordre. Si on regarde un petit peu sur le mois, on va voir ce que ça va nous donner. On a quand même été chercher des bonnes liquidations, mais on pourrait encore descendre jusque dans les 106, voire aller chatouiller un peu les 100 000, si on veut vraiment vider un peu les liquidations qu'il y a à aller chercher là-dedans. Et par contre, on a quand même des bonnes chances de rebond dans les 120 000 pour aller chercher ces zones de liquidation. Si on se met sur le très long terme, dans la zone des 92, des 86 à 92, il y a vraiment des grosses liquidations à aller chercher, tout comme dans la zone des 140 000. Ce qui était, pour moi, dans les 137 000, c'était ma deuxième zone de prise de profit. Mais je dois quand même être bien clair avec ça. À l'époque, quand j'ai fait ce plan, quand j'ai réaccumulé en fait en 2023 du Bitcoin pour commencer à le revendre quand on approchait les 100 000, mon plan initial, il avait un petit peu plus la configuration du marché 2020-2021, c'est-à-dire que j'avais pas encore bien pris en compte le côté institutionnel. Donc, est-ce que maintenant, je pense que c'est un plan qui est toujours d'actualité de revendre dans les 137, 140 000 $. Pour moi, ça fait du sens dans le sens où j'ai créé ce plan, je me dois de respecter ce plan en partie, et que j'ai pas fait le travail de remettre toutes les choses à plat pour reprendre des nouvelles décisions là-dessus. Donc ça, c'est la mission que je dois faire très prochainement, c'est de m'asseoir et de revoir ce plan au complet et de me poser les vraies bonnes questions de comment est-ce que le marché a changé, quels sont les acteurs, quels sont les risques, quelle est la volatilité maintenant de ce marché, pour pouvoir vraiment réallouer mon capital dedans.
Pour l'instant, ce que je fais, c'est que d'un côté, j'accumule sur les ETF, parce que sur les ETF, il y a une grosse opportunité de long terme, à mon avis, qui est très intéressante avec la possibilité de mettre ça dans un CELI et d'investir à l'abri de l'impôt. Et d'un autre côté, pour ce qui est de la partie un petit peu plus trading, position trading que je fais sur les crypto-monnaies, là, on arrive à peu près à mes objectifs et je pense que je vais reprendre ce capital et respecter mon plan pour pouvoir le réallouer, et une partie sera réallouée dans soit le portefeuille de long terme, soit pour réinvestir à des moments où ce sera vraiment intéressant sur le marché. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ma stratégie. Je veux être vraiment transparent avec toi, mais au vu des nouveaux acteurs de marché, etc., je pense que garder certaines positions, c'est pas complètement déconnant non plus, en étant OK avec le fait que il y a quand même ce petit risque d'avoir justement une volatilité un peu exacerbée. Et si on est OK avec la volatilité sur le long terme, c'est complètement OK. Sur le court terme, on peut voir qu'on a des nouvelles liquidations qui se sont mises au sud. Donc ça, c'est plutôt inquiétant parce qu'on est allé chercher les liquidations et hop, de suite, ils se sont remis en position. Donc ça, à faire attention. Et au nord, dans les 113 000, 114 000, pour les personnes qui voudraient prendre des petites positions de trading sur du day trading plutôt, ça peut être intéressant. Personnellement, c'est pas du tout le type de trade que je fais, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Les personnes qui sont concernées savent comment faire. Pour ce qui est des Google Trends, on peut voir qu'il y a une grosse baisse d'intérêt sur le marché. Donc ça, c'est quand même assez paradoxal, comme j'en ai parlé, puisqu'on a un Bitcoin qui se maintient vraiment bien, on a quand même des plus hauts sommets, plus hauts creux, une belle consolidation, et des gens qui ont très très peur en fait ici. Et si on regarde justement un petit peu la consolidation, pour l'instant on est dans un range, et le range il paraît assez clair. Donc oui, effectivement, on a fait un plus bas sommet ici, mais tant qu'on ne va pas aller casser cette zone des 104 000, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros danger. Donc, tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 104 à 108 000, à mon avis, on est relativement tranquille. Et perso, quand on a des points bas comme ça, là, que ça va toucher et que ça va toucher cette zone, pardon, et qu'on a un petit Z-score qui nous indique une baisse un petit peu trop prononcée, pour moi, ça vaut le coup de DCA dans la zone ici et de faire un petit trade sur 1 ou 2 semaines pour aller s'en mettre un petit peu plein les fouilles, en fait, avec des positions qui sont relativement confortables à tenir, tant que le marché boursier, il est dans notre sens. Et pour l'instant, on a un marché boursier, si je vais un petit peu là dans la macroéconomie, on a un marché boursier qui est totalement dans notre sens. Si on regarde le Nasdaq, il est totalement haussier, hein, on peut le prendre en weekly, on peut le prendre en daily, il n'y a pas du tout de signaux de baisse. On a un S&P qui est complètement avec nous, et même si on regarde le NYSE au complet, il est complètement avec nous. Donc, à mon avis, pas besoin de trop anticiper les baisses. On peut continuer à prendre des petits trades à la hausse, on peut continuer à suivre nos plans, et le DCA fonctionne toujours puisque on a la vision long terme. Bien entendu, le DCA, je rappelle que pour moi, c'est Bitcoin uniquement, même pas Ether, puisque même sur l'Ether, si on revient un petit peu ici, sur la crypto, et que je regarde l'Ether, l'Ether, c'est pas un coin qui, sur le long terme, est haussier. Ok ? Depuis les débuts, oui, on a été en tendance haussière, mais depuis 2021, il n'y a rien qui s'est passé, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Alors que le Bitcoin, lui, ça fait 16 ans qu'il fait toujours des nouveaux ATH. Ok ? Donc, c'est pas du tout la même chose que sur le Bitcoin. Donc, pour moi, il n'y a que le Bitcoin sur le long terme. Par contre, sur le court terme, hyper intéressé d'aller voir des altcoins, de l'Ether, etc. J'ai aucun problème avec ça. J'ai même une petite position d'Ether que je garde sur le long terme parce que j'aime le projet, mais c'est pas du tout quelque chose qui est dans mon portefeuille principal. C'est une petite position spéculative qui est là, que j'aime bien, que je garde. Mais je m'en fous un petit peu de ce qui se passe avec cette position-là. C'est pas dans mon plan de long terme, je ne compte pas dessus. Voilà, c'est un petit peu sur ça que je voulais insister. Donc, rentrer sur l'Ether, pour moi, on n'est pas sur des bons points, tant qu'on n'a pas dépassé les ATH. Par contre,
Si on est sur du un petit peu plus court terme, oui, on est sur des bons points pour jouer ce range et aller remonter, tester le haut du range. Ça, c'est pas déconnant. Encore plus de bonus si on arrive à aller chercher cette petite zone ici et qu'on rebondit tout de suite dans cette zone. Donc moi, quand il y a une bougie comme ça avec une mèche, j'aime bien attendre de voir la bougie d'après qui va généralement défoncer le cul de toutes les personnes qui se sont trop précipitées à acheter. Et ensuite, on a le rebond avec un genre de V-bottom. Donc pour moi, c'est ça un petit peu la configuration que j'ai envie de voir pour prendre un trade sur l'Ether. Voilà, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de dire sur le marché crypto. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur le Discord ou dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Allez, ciao!